Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver dans cette belle journée ensoleillée. La nature et vous, c'est découvrir et s'émerveiller sur Radio Grand Lac. C'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé physique, psychique et cognitive, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Mais comment sommes-nous en interaction et en lien avec le vivant autour de nous? Pour en parler aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Zoé Lemaitre. Bonjour Zoé. Bonjour Sandrine. Alors Zoé est en direct par téléphone, elle est à Grenoble. Je vais vous la présenter dans quelques instants. En 2015, la BBC enquête auprès de 18 000 personnes de 134 pays différents et de catégories socio-professionnelles différentes. Et le test portait en fait, qu'est-ce que le repos pour vous, le test du repos. Et en fait, parmi les choix proposés dans l'enquête, le premier qui est arrivé en tête, c'est d'être seul, lire, seul, se promener, écouter de la musique. Donc avoir une activité seule. Effectivement, quand on est seul, nous n'avons pas d'interaction, pas de stimuli extérieurs, si on veut bien couper son portable évidemment, pas de paraître, pas de sentiment d'obligation. En fait, nous pouvons être qui nous sommes et sans masque et sans faux semblant. Seul, on va se recentrer sur soi, sur ce qui est important, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce qui est essentiel. Et un des lieux privilégiés, c'est la nature. D'ailleurs, pour la petite histoire, Einstein, quand il en avait plein la tête et qu'il n'arrivait plus à résoudre un problème, son réflexe, c'était de sortir dans le parc à côté de chez lui pour pouvoir comme se vider l'esprit et justement retrouver une sorte de clarté d'esprit. Parce que quand on est en nature, maintenant que si vous suivez plusieurs émissions, et puis il y a différentes choses quand même qui sont publiées, la nature a des bienfaits sur notre santé physique, psychique et cognitive, donc sur notre santé mentale également. Et quand on est en nature, c'est un endroit où tout est calme et les choses peuvent se déposer, se reposer. Et d'ailleurs, quand nous sommes au repos, en fait, notre cerveau, il va se mettre en mode par défaut. C'est-à-dire qu'il y a d'autres connexions neuronales qui vont se mettre en place avec d'autres parties de nos zones neurologiques et ça va permettre de faire comme un reset au niveau du cerveau. Et c'est là aussi où il y a une clarté d'esprit qui peut apparaître. Il y a la créativité aussi qui peut surgir. J'aime bien donner l'image, vous savez, de l'eau d'une mare, par exemple, qui a été agitée. Et une fois qu'elle est tranquille, tout se dépose au fond. Et là, on peut y voir plus clair. Alors, une des solutions, un exemple, ça peut être partir seul en montagne, en autonomie, et avec c'est une façon de vivre finalement l'expérience de la solitude et en plus en nature. Eh bien, Zoé Lemaitre l'a fait. Elle a 26 ans. Vous êtes grenobloise, donc. Vous vous présentez maintenant comme aventurière et réalisatrice. Vous avez grandi dans le Diois, en Isère, et déjà très jeune, parce que vos parents vraiment vous ont déjà relié à la nature de par différentes activités. Vous étiez dans un club pour protéger la nature, recenser les oiseaux, et il y avait vraiment même déjà vous, ce besoin d'être en nature comme lieu de ressourcement. Et vous avez une première partie de vie plutôt au niveau culturel en Italie, à la Villa Médicis, et vous avez participé à la mise en place des biennales de Venise. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que votre vie et vos valeurs n'étaient plus franchement alignées. Donc en 2023, vous partez faire la traversée des Alpes en solitaire et en toute autonomie de la Slovénie à Monaco, ce qui représente 4 mois de randonnée, 2150 km et 13 500 mètres de dénivelé positif. Et vous êtes... 135 000. Pardon 135 000 précisément. 135 000. Et en plus, c'est ce que j'ai marqué. 135 000. Je pense que ça devait tellement être incroyable que j'en ai oublié un zéro. Donc 135 000 mètres de dénivelé positif. Vous êtes parti à la rencontre des femmes professionnelles de la montagne et vous avez monté un film. Voilà. Alors, Zoé, la toute première question que je pose à chacun de mes invités, c'est que signifie la nature pour vous ? Pour moi, la nature, elle rime avec montagne parce que c'est un environnement que je côtoie plus fréquemment que les autres. Et donc, c'est un lieu vraiment de repos, de reconnexion,
mais aussi un lieu vraiment sensoriel. La nature, pour moi, c'est vraiment là où tous nos sens peuvent se mettre en éveil pour, dans une sorte de méditation, être à l'écoute de son environnement, des bruits, de sentir la rosée sur ses mollets, la chaleur du soleil, la brise sur le visage, les odeurs aussi, comme l'odeur du rhododendron qui pour moi restera à jamais l'odeur vraiment de la montagne, qui est vraiment associée à la montagne. Donc ouais, un lieu sensoriel d'éveil et de repos et de connexion aussi avec tout. Avec ça, ouais. Alors, c'est une aventure que de partir en solo sur les chemins alpins. Et pour vous, parce que je crois que c'était une question qui vous tient à cœur, comment vous définissez l'aventure ? L'aventure, pour moi, c'est apprendre à faire confiance au chemin. Parce que l'aventure, au sens vraiment étymologique du terme, c'est ce qui advient. Donc, c'est vraiment faire confiance à ce qui va advenir, ce qui advient. Et se laisser porter aussi, se dire que tout va bien aller et ou avoir les ressources pour faire face à des situations impromptues. Donc l'aventure, pour moi, c'est vraiment un mélange d'inattendu et de confiance en le chemin. Et en fait, la nature, c'est un formidable lieu pour ça, parce que elle fait la nature par elle-même se ressource, se structure. Et il y a comme une sorte d'aventure, elle-même, la nature, de par son mode de fonctionnement, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, l'aventure par la nature, aventure. Oui, toute forme de vie pour moi est aventure, puisque évidemment le futur n'est jamais écrit. Et donc c'est à chaque être vivant aussi de s'inventer à l'instant présent, quoi. Donc alors, quel a été, parce que c'est pas anodin comme ça de partir à 26 ans, enfin 25 ans, ou je sais pas, voilà, l'année dernière en tout cas, 2023, pardon. Quel a été le déclencheur pour que vous preniez la route ? Pourquoi ? Le déclencheur, il y a eu plusieurs déclencheurs. Le premier, ça a été celui d'avoir envie de me confronter à la solitude, qui a vraiment été quelque chose qui m'angoissait au quotidien, parce que j'ai toujours vécu en groupe, etc. Et j'avais besoin de me dire maintenant t'es adulte, il va falloir savoir vivre avec toi-même, cohabiter avec toi-même, apprivoiser ta solitude du moins. Donc ça, vraiment partir pendant 4 mois, sachant que j'avais jamais marché plus de 4 jours seule. Bon, j'avais déjà traversé les Alpes avec une amie pendant 35 jours, mais l'expérience n'était pas du tout la même. Mon autre volonté, c'était aussi de m'éloigner un peu des injonctions sociétales que je percevais en tant que femme, en tant que bonne élève, en tant que beaucoup d'injonctions à être sédentaire, à avoir un mari, à faire des longues études, avoir un CDI, avoir des enfants. Donc j'avais besoin de prendre du recul aussi pour savoir ce que je voulais moi au fond de moi. Et la troisième chose, c'est que j'avais envie aussi d'être tournée vers les autres et donc rencontrer ces femmes professionnelles de la montagne et leur donner de la voix et nourrir aussi ma réflexion et mon parcours à ce moment-là de ma vie où j'étais en transition entre la culture et la montagne au niveau professionnel, d'entendre ces voix, de m'en nourrir et de vivre vraiment concrètement la montagne au quotidien avec ces femmes. D'accord. Et alors, donc ça rejoint bien effectivement l'introduction, le besoin aussi d'être seul et en nature, qui permet aussi d'avoir cet espace pour rencontrer donc les personnes que vous avez rencontrées. Et qu'est-ce que vous avez déjà appris sur vous-même, On fera plusieurs parties dans l'émission de toute façon. Oui. Ce que j'ai appris sur moi-même, j'ai appris que j'avais toutes les ressources en moi pour faire face à des situations, qu'elles soient positives ou négatives. Ça a été une grosse force que j'ai apprise sur le chemin. Ce que j'ai appris aussi, c'est à être seule, parce que finalement, à la fin de mon voyage, j'avais pas du tout envie que des personnes viennent me rejoindre, parce que la fin de mon voyage s'est fait en France, donc c'était plus facile pour les personnes de me rejoindre. Et ça a été vraiment difficile à admettre, parce que pourtant j'avais envie,
théoriquement, mais concrètement, c'était difficile pour moi de renouer avec la sociabilité, on va dire. Donc finalement, le pari était gagné, celui d'arriver à être seule vraiment et être à l'aise avec moi-même, ça c'est fait. Et j'ai appris aussi à faire confiance aux autres, parce qu'au début, c'est pas évident aussi de partir en tant que femme, vu les peurs qu'on projette sur nous. Donc souvent, je me cachais pour les premiers bivouacs, et puis finalement, j'ai vraiment appris que globalement, l'humanité est bonne, et surtout en montagne où il y a souvent beaucoup d'entraide. Et j'ai l'impression que la montagne relie vraiment les personnes qui la parcourent. Et quand on arrive chez une personne, il y a vraiment un rapport très authentique de savoir, on sait ce qu'on vit, on sait que la montagne aussi, elle est extrêmement impartiale vis-à-vis des personnes et qu'elle peut être dangereuse. Et donc, je pense que d'avancer comme ça dans un milieu qui est pas hostile en soi, mais qui traite les individus de manière complètement égale, nous remet à notre place. Et donc, il y a quelque chose de très humain qui se développe à partir de ça. Ce qui je trouve intéressant dans ce que vous décrivez, c'est aussi le modèle du vivant en général, que ce soit végétal ou animal. Finalement, nous faisons partie du règne animal, évidemment, mais finalement, il y a un modèle de compétition en fait dans la nature, un petit peu de compétition parce qu'il y a besoin de lumière et tout ça, mais il y a beaucoup de coopération. Donc, est-ce que vous avez observé, parce que là c'était vraiment, que ce soit montagne, c'est l'environnement naturel, qu'est-ce que vous avez pu observer, qu'est-ce que la nature vous a renvoyé, enfin la nature au sens végétal, paysage, cet environnement-là, qu'est-ce que ça vous a renvoyé en fait? Déjà, j'avais beaucoup de révérence envers les éléments qui m'entouraient, que ce soit vraiment même les pierres ont commencé à m'émouvoir. J'étais vraiment en admiration et en totale perméabilité avec les éléments qui soient végétaux, minéraux, les animaux aussi. Et je me suis dit aussi paradoxalement, enfin pas paradoxalement parce que c'est juste qu'en société, l'homme est devenu tout puissant dans sa manière de conquérir l'espace, dans sa manière de polluer, dans plein de manières. Mais en montagne, je trouve qu'il retrouve sa juste place et justement même, je me trouve être l'être le moins adapté de la montagne finalement, parce que quand on sait à quel point on est dépendant, par exemple de l'électricité ou même des systèmes de filtration d'eau pour être autonome. Finalement, je me sentais à ma place, remise à ma place d'homme et d'homme d'animal parmi les animaux. Et oui. Donc j'avais beaucoup de révérence et j'ai beaucoup aimé aussi observer les animaux parce que ils m'indiquaient vraiment le chemin. Souvent, les sentes animales sont vraiment une manière de trouver son chemin aussi. Et l'observation du paysage modelé par justement les éléments, mais aussi la faune, la flore, me donnait des informations extrêmement précises sur comment évoluer au mieux dans ce milieu. Ouais, c'est ça qui est incroyable en fait quand on prend le temps, parce que finalement ce que nous propose et ce que nous offre la nature, c'est d'avoir le temps et de se mettre à son rythme. Donc, oui, complètement. Ouais. Est-ce que ça a changé un rythme en vous? Enfin, il y a eu le rythme de la marche, mais de par la vie que vous aviez eue avant, qui était plus paraître, événementiel, etc. Donc c'est assez actif. Et est-ce que maintenant, est-ce qu'il y a une sorte de rythme, rythme nature, je sais pas. Déjà, le corps, il se met vraiment au rythme non seulement des saisons, mais aussi du soleil. Parce que comme je dormais en tente, j'étais complètement perméable aux nuits, à la nuit, au jour. J'ai quasiment jamais utilisé ma frontale parce que finalement, je me couchais avec le soleil et je me levais avec le soleil. J'ai jamais mis de réveil. C'était très naturel de me réveiller avec les astres. Et oui, en termes de rythme, les saisons qui changent, évidemment, ça impacte aussi beaucoup notre perception Par exemple, j'ai complètement oublié le changement d'horaire. On a changé d'heure au milieu de mon voyage
Et je me suis retrouvée à marcher de nuit parce que parce que c'est complètement déconnecté en fait du rythme naturel. De changer d'heure, c'est complètement pas naturel. Et donc moi, ça m'a complètement perturbée. Je m'y attendais pas. Et après, oui, la marche, elle donne aussi un rythme qui est propre, qui permet de se poser. Et comme il n'y a plus aucune contrainte, je veux dire, moi, le matin, je me réveillais, je savais même pas où j'allais dormir le soir, je savais pas quel chemin j'allais emprunter. Et donc, le rythme, j'étais vraiment libre de mon rythme, de faire des pauses même par exemple les repas, les horaires de repas, je m'imposais jamais de faire petit déjeuner, dîner. Je mangeais quand j'en ressentais le besoin, quand j'avais les premiers signaux de faim, parce que voilà. Mais il faut dire aussi que malgré tout le temps qu'on a en montagne, je ne me suis jamais ennuyée. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire parce que on est toujours happé par un brin d'herbe qui a une forme étrange, un caillou qui pareil, c'était vraiment incongru. Les formes des rochers, notamment dans les Dolomites. Et puis, on est toujours dans l'observation de soi, à l'intérieur de soi, de ses pensées, de l'autre, des personnes qu'on rencontre, des éléments, des végétaux, des animaux. Donc, malgré tout ce temps, je me suis jamais ennuyée. Oui, ce qui montre bien, enfin, vous évoquez plusieurs choses, que notre physiologie, quand on la laisse être avec l'environnement, donc avec, comme vous avez dit, avec les astres, avec d'écouter sa propre faim ou pas, elle sait s'adapter finalement et elle retrouve largement son rythme et il y a quelque chose de plus sain. Et c'est vraiment aussi un mot pour les parents, comme quoi les écrans sont absolument non nécessaires puisqu'on ne s'ennuie absolument pas dans la nature. Zoé, on va se retrouver après une pause musicale pour justement aller parler un petit peu plus de votre rencontre avec ces femmes. À tout de suite. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, on se retrouve donc pour la deuxième partie de l'émission La nature et vous et nous sommes en direct avec Zoé Lemaitre qui est à Grenoble, qui a 26 ans, qui est aventurière et réalisatrice et qui est partie en solo, en autonomie, en 2023, traverser les Alpes de la Slovénie à Monaco, à la rencontre des femmes professionnelles de la montagne. Donc, on a eu une première partie où vous avez un petit peu parlé de tout ce que ça vous a apporté. Et cette seconde partie, j'aimerais vraiment la consacrer au film que vous êtes en train de monter actuellement, justement, la rencontre des femmes professionnelles de la montagne. Alors, l'idée vous est venue en chemin ou déjà au départ ? J'avais l'intention de réaliser un film dès le départ de l'aventure. Après, le film n'était pas écrit, donc je l'ai écrit après avoir fait le tournage, chose que peut-être je ferais autrement si je faisais un deuxième film. Mais oui, j'avais bel et bien l'intention de partir faire le film, ne serait-ce que par rapport au matériel que j'ai emporté, puisque j'ai emporté ma caméra, un trépied, des batteries pour être autonome et surtout un panneau solaire parce que comme j'ai tourné pendant 4 mois en autonomie complète, la seule manière que j'avais de recharger mes batteries, c'était grâce à l'énergie solaire. D'accord. Et alors, vous avez rencontré, vos rencontres, comment se sont-elles faites finalement ? Quel type de femmes avez-vous rencontré ? J'ai rencontré une gardienne de refuge slovène. J'ai rencontré une bergère suisse, dans le Tessin, qui fait elle-même ses fromages en alpage, à plus de 2000 mètres d'altitude. Ensuite, j'ai aussi rencontré Elisabeth Gerritsen, qui est la championne du monde de ski freeride 2021. J'ai rencontré aussi Alice Koldefy, qui est gendarme secouriste au PGHM. Maintenant, elle est formatrice. Pardon. Oui. Ouais, elle est formatrice, pardon. Elle est formatrice au PGHM, une monitrice d'escalade en milieu naturel et une guide de haute montagne italienne. D'accord. Mais ces rencontres, ça s'est fait sur le hasard du chemin ou vous les avez contactées ? C'est un mélange des deux. D'accord. Donc il y a des interviews qui ont été faites de manière complètement impromptue, comme celle de Ramona, la bergère, ou celle de Vania en Slovénie. Et il y a d'autres personnes que j'avais contactées au fur et à mesure de mon chemin,
Mais parfois, on s'est manqué à quelques jours près. Et donc, je suis retournée les voir à vélo ou par des moyens de mobilité douce, parfois pour compléter l'interview. Et voilà. Et alors, est-ce que vous auriez une anecdote, quelle particulière qui vous a marqué parmi celles que vous avez rencontrées, ces femmes? Moi, j'étais particulièrement émue de ma rencontre avec Ramona, qui était donc je l'ai rencontrée. Elle était en train de monter à l'alpage en septembre pour désinstaller tout son matériel parce qu'elle redescendait dans la vallée avec son troupeau. Et donc je ne la connaissais pas du tout. Et tout de suite, on a eu un rapport complètement authentique et complètement magnifique de sincérité, d'ouverture, d'intimité quasiment quand on discutait vraiment de sujets qui étaient personnels. Et donc c'était vraiment magnifique comme rencontre et elle m'a beaucoup émue et j'espère le retranscrire dans le film. En tout cas, quand vous en parlez, on sent aussi toute l'émotion. Et est-ce qu'elle a, parce que pareil, pour cette femme, c'est pas tout simple tout simple pour cette femme, pour que ce soit une femme ou un homme, hein, d'être en alpage, seule. Comment quel est, elle, vous pensez, son rapport justement à la nature? Comment elle fait? Elle vit la chose. Elle a une relation très particulière avec son troupeau. Donc, c'est vraiment beau de les voir fonctionner ensemble. Ensuite, forcément, en tant que bergère, elle est aussi très dépendante de la météo et très dépendante du milieu montagnard de manière générale. Donc, par rapport à la nature, c'est à la fois son allié, on va dire, et à la fois la nature peut aussi lui faire des sacrées surprises et impacter vraiment sa production de fromage notamment. Quand il y a une grosse sécheresse, par exemple, et que les brebis peuvent plus manger assez, c'est compliqué. Mais bon, c'est pas la nature en elle-même qui crée ça, c'est évidemment l'activité humaine qui a des impacts sur notre avenir écologique. Voilà. Mais ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que, par exemple, elle habite dans un alpage non mécanisé. Et sa cabane a été emportée par une avalanche et donc elle a mis un préfabriqué vraiment de secours. De l'été, oui, de secours, exactement. Et toute sa maison était encerclée par un enclos parce que les bêtes étaient à l'extérieur de l'enclos. En fait, c'est la maison qui est en enclos pour pas que les bêtes aillent dans la maison. Mais c'est complètement l'inverse de ce qu'on voit dans nos cultures. Et ça perturbe complètement notre perception en fait du vivant et de la relation avec les animaux, quoi. Parce que ces bêtes étaient libres d'aller partout. C'est simplement les humains qui étaient cloisonnés dans leur cabane. C'est une belle image quand même, hein, en fait, de ce que ça nous renvoie. Fort, hein. C'est fort. Hein. Ouais. Alors que d'autres font des réserves et empêchent les animaux d'aller où ils veulent. C'est ça, exactement. Donc, je pense que c'est fort comme image ça ramène à vous qui étiez aussi dans la culture, mais une autre forme de culture, à nature et culture. En fait, ça se sépare pas. L'un va avec l'autre finalement. Alors, vous disiez avoir rencontré une freerideuse et une gendarme, et donc il n'y a pas la même approche de la nature, parce que j'imagine la freerideuse, elle a un autre lien avec l'élément nature. Il y a quelque chose de plus compétition en soi. Est-ce que vous avez senti une approche comme ça? A priori, j'ai pas de. Enfin voilà. Est-ce que vous avez senti une approche différente de leur lien à la nature? Disons que c'est sûr qu'il y a des pratiques qui sont plus récréatives en montagne, contrairement à d'autres qui sont peut-être plus, on va dire, plus dans la connexion et dans pas. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui considèrent la montagne comme un parc d'attractions quasiment, et d'autres qui vont la respecter pour ce qu'elle est et ce qu'elle offre. Mais parmi les professionnels de la montagne que j'ai interviewés, il y avait vraiment ce rapport très fort à la montagne puisqu'elle permet leur activité de manière générale. Et j'ai pas trouvé de rapport vraiment, différent à la nature. Enfin, il y avait
un profond respect pour elle de manière générale dans les pratiques. Oui. Oui, parce qu'il y a sauver en nature, terrain de jeu nature, il y a vie nature avec l'alpage. Donc en fait, c'est des thématiques assez différentes finalement. Après, la perception de la nature, elle changeait notamment dans l'approche de Alice Coldefi, qui est du coup au PGHM, donc secouriste en haute montagne, qui disait que vraiment sa passion, c'était pour la montagne et pour la nature, c'était avec son travail. Ça a mal passé. C'était quoi, pardon? Sa passion pour la montagne. Sa passion pour la montagne s'est étiolée au fur et à mesure de son activité de secouriste, puisqu'elle voyait vraiment la montagne comme un lieu de risque, ce qu'elle est aussi. Mais donc, elle avait une perception qui était aussi biaisée par son travail, et la nature, faut pas l'oublier, elle peut aussi être dangereuse, quoi. Les éléments sont imprévisibles. Et donc, oui, il y avait cette perception qui était différente, parce que quand on travaille au secourisme en montagne, on est confronté tous les jours à des situations d'accidents, d'avalanches. Ouais, après, la question se pose la nature peut être aussi dangereuse, mais est-ce que c'est pas aussi l'humain est-ce que c'est pas l'humain qui ne prend pas ses responsabilités face à des éléments imprévisibles? Oui, pas complètement, oui. Puis avec la démocratisation des sports de montagne aussi, il y a aussi beaucoup d'inconscience de plus en plus, notamment des personnes qui partent sur de la neige avec des petits crampons de ville. Et ça, effectivement, c'est sûr que, comme je disais au début, la montagne remet forcément l'humain à sa place et ne laisse aucune place pour l'ego surdimensionné ou le manque de compétences ou voilà. Je pense que c'est ça que vous mettez vraiment en avant là tout au fil de notre conversation. Je trouve que là comme ça, c'est revenir à sa place dans l'élément naturel, parce que même dans les exemples que vous donnez des femmes que vous avez rencontrées, j'imagine la freerideuse, elle est face à quelque chose où elle a intérêt à pas mettre son ego en avant, en fait, même si c'est de la compétition finalement. Oui, c'est ça. Et à écouter, en fait, d'être au plus proche de ce qui est juste de son écoute, par exemple de sa peur, quand elle fait une ligne dans des pentes raides, mais donc de mettre vraiment en sourdine tout ce qui est égo, tout ce qui est surévaluation, et donc être à l'écoute à la fois des éléments, donc au niveau des compétences, de savoir vraiment analyser le terrain, le manteau neigeux, mais aussi au niveau physique et mental, d'être à l'écoute de soi pour connaître ses limites et les respecter. Ouais, ça demande une observation, comme vous disiez aussi, ça vous a permis d'observer le terrain, et avec le terrain, vous aviez les informations. Donc ça, c'est aussi un autre enseignement de la nature, revenir à sa place, et vous l'aviez dit. Et alors, votre film, là, vous êtes en montage actuellement, c'est ça ? Oui, absolument. On est en train de terminer le montage. Là, on est dans les 2 derniers jours de montage du film. Et ensuite, il partira à l'étalonnage pour tout ce qui est colorimétrie, travailler les lumières sur la vidéo. Et ensuite, au mixage son. Et après, sous-titrage. Donc, il y a encore des grosses étapes. Mais là, le plus gros du travail est fait, et on en voit le bout. Et c'est une aventure juste géniale. Qu'est-ce que ça vous procure là, c'est de remonter tout un parcours que vous avez, 4 mois de parcours en fait. Comment vous revivez les choses, parce que il doit y se passer plein de choses aussi à ce moment-là. Et j'avoue que sans le film, ça aurait été autrement plus dur de terminer ma traversée. Mais là, comme le film était un moyen de la poursuivre, j'ai beaucoup mieux vécu mon retour à la civilisation. Et oui, de reparcourir ces paysages, et puis même de rester en contact avec les protagonistes du film dans le cadre du film, c'est aussi, c'est vraiment magnifique. Je suis toujours, on a des nouvelles, on discute de comment on traduit tel mot en dialecte italien. C'est vraiment très enrichissant de poursuivre cette aventure de cette manière. Magnifique, super. Et alors, on peut vous soutenir, je pense, d'une façon ou d'une autre pour votre film.
Oui, absolument. J'ai lancé une campagne de financement participatif, donc pour pouvoir rémunérer les professionnels de l'image et du son qui travaillent avec moi. Et donc c'est sur Ulule, la plateforme de financement participatif Ulule. Et en tapant dans Google Ulule Zoé Lemaître ou Ulule via Alpina sur les pas des pionnières, vous trouverez le lien. Donc il y a des contreparties à la clé, donc le nom générique, la possibilité de voir le film en avant-première aussi à Grenoble en septembre, mais aussi des topos de randonnée avec mes images, mes photographies. Voilà. Donc important de soutenir Zoé Lemaître et son film parce que je pense que c'est absolument précieux, oui. De beaux messages. C'est précieux parce que c'est mon premier film et que c'est un film autoproduit, c'est-à-dire que j'ai pas de boîte de production qui s'engage à prendre les risques financiers avec moi. Donc c'est un pari artistique, un pari financier, un pari sportif, un pari professionnel. Mais comme vous avez dit, apprendre à faire confiance à ce qui advient. Voilà, donc, exactement. Ça va être votre devise. J'ai confiance. C'est magnifique, Zoé. Bon, cher auditeur, on pourrait continuer parce que j'aurais plein d'autres questions, mais alors, cher auditeur, si vous avez aimé et que vous l'écoutez sur la plateforme YouTube, merci de liker et partager parce que ça va aider Zoé Lemaître et puis ça va aider aussi l'émission à remonter. Et donc, la grande nouvelle, c'est que depuis le 12 mai, Radio Grand Lac est en DAB, donc radio numérique, son numérique, et on peut écouter Radio Grand Lac maintenant de Genève à Grenoble, aussi dans la direction de Lyon et en Isère. Et voilà, et à 17h, vous retrouvez les Murmures du Lac avec Romain, à 18h, 9, 2, 1, partez, émission de sport avec Thomas, Driss et Justine. Et nous nous retrouvons très bientôt. À bientôt, au revoir.